la caméra aurait pu s'arrêter sur n'importe quelle autre personne dans la rue et ça aurait donné une autre histoire, un autre destin. Avoir cette sensation qu'on donnait, du destin romanesque de personnes tout à fait ordinaires. Ouais, il y avait vraiment cette idée-là très forte. On est loin d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Cette semaine, on est très content de recevoir Iris Kaltenbach, réalisatrice de son premier long métrage, Le Ravissement, en salle depuis mercredi dernier. Bonjour Iris, comment vous allez ? Bonjour, ça va très bien, merci et vous ? Nous ça va nickel, Tico et moi. Ouais. Alors déjà, est-ce qu'on peut un petit peu revenir sur votre carrière avant le Ravissement ? Vous avez fait la FEMIS, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'ai fait la FEMIS en section scénario. Ok, et c'est donc suite à la FEMIS que vous avez fait votre premier court-métrage, Le Vol des Cygnes, qui est le court-métrage sur le vol des cigognes, pardon, qu'est-ce que j'ai écrit ? Le vol des cigognes dont le ravissement en fait une suite spirituelle. Oui, et ça s'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, j'ai fait Le Vol des cigognes en dernière année de FEMIS. C'était un travail de fin d'études. Et ensuite, j'ai bossé sur plusieurs projets. Et finalement, Le Ravissement, ça a un lien avec Le Vol des cigognes, mais c'est quand même vraiment très différent sur beaucoup d'aspects. Très bien, j'ai vu, on y reviendra là-dessus. Sico, vas-y. Et du coup, vous avez fait des études en scénario et là, vous avez réalisé votre premier long métrage. Et moi, je me demandais quand est-ce que ça vous est venu le désir de passer à la réalisation ? En fait, dès le début, j'ai toujours eu envie de réaliser. Pendant l'adolescence, j'avais déjà envie de réaliser des films, mais j'osais pas trop y croire. Et à côté, sinon, j'avais une autre envie de carrière qui était d'être avocate pénaliste. Et du coup, j'ai fait des études de droit et de philo avant de présenter la FEMIS, parce qu'il faut avoir fait des études avant d'entrer à la FEMIS. Et en fait, quand j'ai présenté en section scénario, parce que j'adore écrire, que souvent mes envies de film partent quand même d'envie de personnages, d'envie d'histoire, etc. Et que je voulais aussi me former à un métier autre que la réalisation pour pouvoir gagner ma vie, tout simplement parce que je veux dire, les réalisateurs et réalisatrices les plus chanceux vont faire un film tous les 2-3 ans et ça fait vraiment les plus chanceux. Parfois, ça met 5-10 ans. Voilà. Donc, je voulais pouvoir gagner ma vie en tant que scénariste à côté. Et voilà. Et ça m'a permis de développer des scénarios avant de passer à la réalisation. Mais c'était déjà une envie très forte qui était là. Et je pense que l'écriture, c'est déjà de la mise en scène. Alors, contrairement à beaucoup de courts-métrages qui sont adaptés en long-métrage, et vous commenciez à en parler, Le Vol des cigognes est complètement différent du Ravissement, dans le sens où là, dans le Ravissement, il y a même c'est un petit peu un postulat qui est le même, mais dans le Ravissement, il y a de nouveaux personnages. Pourquoi vous avez fait ce choix-là de repartir un petit peu d'une feuille vierge ? Tout simplement parce que en fait j'ai jamais conçu Le Ravissement comme la suite ou la continuité du Vol des cigognes. En fait, en plus, entre-temps, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres scénarios et en fait pendant 3 ans on avait travaillé avec les films Péléas au développement d'un autre scénario qui n'avait rien à voir. Et en parallèle, en fait, Alice et Thierry, qui sont les producteurs du film, m'avaient proposé, avaient vu le court-métrage, s'y étaient beaucoup intéressés, et m'avaient dit ça nous intéresserait de travailler sur un film avec toi, en lien avec celui-ci, mais c'était très libre. Et en fait, moi, j'avais pendant l'écriture et la réalisation de ce court-métrage lu un petit fait divers qui était en lien, mais qui était quand même très différent, puisque il était vraiment porteur d'une histoire d'amitié, d'une histoire d'amour, et c'est ça qui m'intéressait vraiment en fait. Je voulais vraiment développer ça dans le long, développer des vrais personnages et raconter comment un mensonge va venir bouleverser une histoire d'amitié et peut-être être en même temps à la naissance d'une histoire d'amour, donc quelque chose de potentiellement vrai ou de potentiellement fort et beau, alors même que c'est un mensonge qui l'a fait naître. Donc être dans cette dualité là. Donc c'était très différent, et pour ce projet il y avait vraiment l'envie de mettre en avant les personnages et la question de l'amitié et du faux semblant dans l'amour.
Très bien. Avant de rentrer dans le détail du film, sans parler de la seconde partie, est-ce qu'on peut parler un petit peu du casting? Et on va commencer par le choix d'Afzia Herzi. Comment vous l'avez casté? Alors, j'avais écrit 100 personnes en tête et en fait, après, j'ai travaillé avec ma directrice de casting, Luna Peretti. Et en fait, quand on a commencé à évoquer le nom d'Afsia, ça m'a tout de suite beaucoup intéressée parce que moi, je l'avais évidemment découverte dans La Graine et le Mulet, je l'avais revue dans Tu n'es qu'un amour, qui sont des films où je la trouvais merveilleuse, mais en même temps, ce que je trouvais génial, c'est que j'avais le sentiment qu'il y avait toute une autre partie qui était peut-être un peu inexploitée de cette immense comédienne parce que je l'avais beaucoup vue dans des films assez naturalistes où elle s'exprimait énormément elle avait une verve, une logorée très forte, beaucoup de choses passaient par les dialogues. Et là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un petit défi pour elle parce que je vais lui proposer un personnage où justement, c'est un personnage qui s'enferme dans le silence, donc qui dit très très peu ce qu'elle ressent. Voire pas du tout, et qui, quand elle s'exprime, en général, c'est pour dire des mensonges, donc il faut que toute la vérité du personnage et l'émotion du personnage passent par autre chose dans la direction d'acteur. Et donc, je me suis dit, et je trouvais ça très important que ce soit aussi un défi pour elle, vu elle avait plein d'expérience et que moi, c'est mon premier long métrage, je voulais qu'on soit sur un pied d'égalité à un endroit. Et finalement, voilà, ça a été tout le travail auquel elle s'est prêtée au jeu de manière hallucinante, mais justement de comment est-ce qu'on va réussir à exprimer par la mise en scène, par sa façon de se mouvoir, par ses yeux, par son regard qui est très magnétique et qui raconte beaucoup de choses, comment elle va pouvoir exprimer tout ce qu'elle ne dit pas à l'écran et donc s'éloigner des personnages qu'elle a déjà interprétés. Et Afzia Herzi, elle est aussi réalisatrice. Est-ce qu'elle elle vous a un petit peu donné des conseils pour votre première réalisation ou elle est vraiment restée dans son rôle de comédienne? Alors pas du tout, elle est vraiment restée dans son rôle de comédienne et je crois que justement elle distingue très bien les deux et que quand elle est comédienne, ça lui fait un bien fou justement de pas être à la place de la réalisation. Et puis voilà, elle est vraiment très concentrée sur son personnage et sur l'interprétation et là elle était même habitée par le personnage au point qu'elle a dit après que par moment, elle sur le tournage, elle avait eu des moments où elle avait presque le sentiment de plus réussir à très bien faire la différence entre son personnage et elle et que ça l'avait hanté quoi, que ça l'avait un peu déstabilisée. Ouais. Donc elle était vraiment que dans son travail d'actrice. Et concernant Alexis Mananti, j'ai entendu dire que le rôle il a beaucoup évolué avec son arrivée au casting. Oui, tout à fait. Alexis Mananti, en fait, donc j'avais écrit le personnage qui avait déjà les traits de caractère qu'il a à l'écran aujourd'hui, mais c'est vrai que pour le coup pour le rôle de Milos, on a fait un vrai casting, on a rencontré plusieurs comédiens et c'est vrai qu'Alexis Mananti, moi je l'avais vu dans Les Misérables, je l'avais vu dans des rôles très très éloignés du personnage, avec une certaine image de virilité, etc. Et donc quand je l'ai vu en casting, j'ai été très surprise parce que je me suis dit mais il a toute une autre palette de jeux à explorer et à offrir. Donc j'ai vraiment eu un espèce j'ai vraiment eu un coup de cœur artistique pour ce comédien. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, au fil de la discussion, je voulais le connaître un peu plus. Et finalement, par exemple, le personnage, il était pas d'origine serbe, il était d'une autre origine, etc. Et tout ça, du coup, j'ai décidé d'essayer de créer une rencontre entre le personnage et sa personne, et de m'inspirer de lui. Et donc, j'ai réécrit une dernière version de scénario autour des comédiens et notamment autour d'Alexis pour le personnage de Milos. C'est intéressant cette façon-là de travailler parce que je pense qu'elle est aussi peu commune de se réadapter comme ça à ces comédiens en fonction de ce qu'ils sont. Oui, en fait c'est très important, je trouve, de créer un dialogue tout en clarifiant très bien, et ça moi je l'ai toujours dit même à Afsia, etc., que je n'allais pas filmer Alexis Mananti, Afsia Herzi, Nina Meurice, j'allais vraiment filmer les personnages que j'adorais, Lydia, Salomé, Milos, mais j'ai l'impression que en fait, plus en fait on va pouvoir s'ouvrir à qui ils sont et à leurs propositions,
plus en fait on va pouvoir paradoxalement les emmener vers la fiction, parce que plus ils vont pouvoir en fait ressentir des choses et se projeter dans des personnages, parce qu'il y aura comme un couloir qui a été créé entre eux et le personnage. Je comprends. Du coup, moi, j'ai trouvé la direction d'acteurs et d'actrices particulièrement réussie, surtout dans la large palette d'émotions qu'ils traversent. Et je me demandais si vous aviez un peu appris ça pendant vos études de scénario, ou tout simplement comment est-ce que ce talent vous est venu? Non, enfin, en fait, à la Fémis, il y a un stage qu'on fait avec des comédiens. Moi, après, il y a aussi un autre stage qu'on doit faire où on fait ce qu'on veut mais on doit faire un stage dans un autre métier du cinéma. Et moi, j'avais fait mon stage auprès d'un metteur en scène de théâtre, et ça m'avait beaucoup aidé, tout simplement parce que ça m'avait permis d'explorer la direction d'acteur dans un cadre peut-être beaucoup plus approfondi, parce qu'au théâtre on va répéter, c'est très différent du cinéma en fait, et l'acteur est vraiment au centre de tout, là où parfois le cinéma, l'acteur est au centre et en même temps il peut y avoir des questions techniques, des questions d'image, etc. Et ça m'a laissé en fait ça m'a laissé une empreinte assez forte qui était, dès le début, j'ai toujours dit que sur ce tournage les comédiens devaient être au centre et le jeu devait passer avant tout. Donc, par exemple, s'il y avait un conflit, et en même temps j'avais des envies formelles très précises, mais à aucun moment je voulais contraindre les comédiens dans trop de formalités donc ça m'a appris quand même à travailler avec eux. Et après, je crois que je l'ai développé vraiment de façon autonome, en cherchant toujours. Je crois que j'ai l'impression que dans la direction d'acteur, je cherche toujours comment je peux rapprocher. En fait, j'essaie d'être très concrète dans la situation d'une scène, et je cherche toujours comment je peux rapprocher ce que vit le personnage de quelque chose que on peut tous comprendre ou vivre. Et donc, ça passe par une discussion avec le comédien ou la comédienne où j'essaye même quand la situation est absurde ou énorme, j'essaye de le ramener à quelque chose par exemple, que Afsa et moi, on avait pu avoir vécu, pour que on puisse partir de là, et on puisse partir de cette espèce de vécu pour l'ingérer dans la situation fictionnelle à chaque fois. Et aussi de toujours essayer de déplacer la première idée reçue, c'est-à-dire on n'hésitait vraiment pas parfois à prendre des risques et presque à jouer à contre-courant de ce qui pourrait être attendu, pour essayer de voir, parce que parfois en décalant les choses, en fait, on trouve tout d'un coup quelque chose d'extrêmement vrai auquel on s'attend pas, quoi. Et pour un premier film, je trouve que vous frappez aussi fort avec toutes ces séquences d'accouchement. C'était quoi la problématique de ces séquences et comment on fait pour tourner des séquences d'accouchement comme ça? C'était un grand défi, effectivement, parce que avec la chef opératrice Marine Atlan, on s'est beaucoup demandé mais comment filmer la maternité aujourd'hui. C'est tout un vaste sujet, et en même temps j'entendais beaucoup autour de moi, aussi bien des femmes que des sages-femmes, me dire mais il y en a marre de ces accouchements au cinéma dans lesquels je retrouve qui font faux. Oui, qui font faux, dans lequel je retrouve pas mon vécu, dans lequel et les sages-femmes aussi qui disaient parfois ça nous fait rire quand on voit le métier de sage-femme représenté. Et donc en fait assez vite est venue l'envie. Enfin moi je me suis très vite dit en fait c'est un endroit où j'avais pas trop envie de faire de fiction pour le coup, dans le sens où en tout cas je me disais mais au fond mettre en scène un accouchement fictif sera forcément déceptif par rapport à un accouchement réel, et j'avais pas envie de dire à une actrice tiens là tu dois crier, là tu dois avoir mal, là tu dois sourire, parce que ça me paraissait au fond c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait c'était de me dire je rêverais de capter le visage d'une femme en train d'accoucher et de capter
quels sont ces... En fait, j'avais comme un énorme point d'interrogation plus que des réponses. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé l'autorisation d'une maternité qu'on a eu à la maternité des Lilas pour pouvoir venir avec une toute petite équipe. On était 3 et en plus, il y avait... on était d'abord 3 et l'idée, ça a été de filmer des vrais accouchements. Mais en même temps, je voulais pas faire un documentaire du tout. Moi, j'avais une fiction à tenir, une histoire, c'était des scènes qui étaient écrites. Donc, pour vraiment faire le lien entre ce degré de réel que je voulais et en même temps la fiction et le personnage de Lydia, j'ai demandé à Afsia Herzi de venir avec nous. Et en fait, pendant un certain temps, on a suivi, on a campé dans les couloirs, etc. On suivait toutes les gardes d'une sage-femme. Et en fait, dès qu'une mère arrivait, j'allais lui présenter le projet. Et si elle était d'accord, on filmait son accouchement avec la particularité qu'Afsia était avec nous et secondait complètement, elle était habillée en sage-femme, elle secondait la sage-femme. Et en fait, petit à petit, il y avait une telle confiance qui s'installait avec les mères, parce qu'en fait, mine de rien, on avait beau être très discrète, en fait, ça veut dire qu'on participe à leur accouchement et qu'on interagit avec elles, en fait. Donc, ne serait-ce que par le regard qui est posé sur elles, ça joue énormément hein, dans ces moments-là. Le fait d'avoir 3 regards posés sur soi alors qu'on est en train d'accoucher, c'est assez particulier. Et donc, en fait, petit à petit, Afsia, elle s'est mise à seconder la sage-femme et elle s'est mise à faire les gestes de la sage-femme. Et en fait, même, il y avait plein de gestes physiologiques qui étaient moins médicaux qu'elle a pu faire pour aider les sages-femmes pendant les contractions, etc. Et en fait, du coup, on a pu vraiment faire sur le lieu même une rencontre entre ce réel et cette fiction. Donc on peut être accouché par Afsia Herzi maintenant. C'est bon. Pas loin. Je sais pas si elle aura envie de se reprêter au jeu, mais... Oui, effectivement. Et outre la maternité, vous aviez commencé à l'évoquer un petit peu en parlant du personnage de Lydia. Il y a les notions de mensonge, de manipulation qui sont au cœur de votre film. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire là-dessus ? En fait, ce que je trouve très beau dans cette histoire de mensonge, et quand j'ai lu ce fait divers, ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est que je me suis dit, en fait, c'est très beau parce que ça raconte, au fond, pourquoi... En fait, je m'interrogeais sur pourquoi est-ce qu'on s'enfonce comme ça dans une spirale de mensonges, et ce qui m'intéressait, c'était qu'au fond, là, le mensonge, il est énorme, évidemment, mais au fond, j'avais le sentiment que ça pouvait faire appel à un ressenti chez chaque spectateur et spectatrice de vécu qui était, en fait, je crois qu'on a tous un jour travesti un peu la vérité dans le souci de plaire ou de correspondre au regard de l'autre. Et donc, j'avais le sentiment qu'en fait, par cette histoire, j'allais pouvoir explorer comment, en fait, au fond, si on s'enfonce dans un mensonge, c'est souvent parce que d'abord, il y a un mensonge, mais que, en fait, du vrai vient se greffer au mensonge et que le mensonge, c'est les fondations, mais en fait, dessus se bâtit beaucoup de vrai, émerge du vrai, des vrais sentiments, des vraies relations, des vrais liens. Et c'est là que ça devient terrible parce qu'en fait, on sait plus comment départir le vrai du faux et on sait plus comment en fait sauver le vrai si on détruit le faux. Et c'est ça que je trouvais très beau. C'était comment un mensonge va donner lieu à de vrais sentiments et comment elle va pouvoir en fait se tirer de cette situation sans tout perdre, quoi. Et comment aussi je trouvais très beau d'explorer comment, cette part de faux semblant dans la naissance d'une histoire d'amour. J'avais le sentiment que ça pouvait parler à chacun, et donc c'est pour ça que je me suis, c'est pour ça que l'histoire du mensonge m'a beaucoup intéressée. Et j'imagine que toutes ces histoires de faux semblants et tout, c'est ce qui fait que il y a une partie de la presse, et je crois que c'est le Figaro qui a qualifié votre film de thriller psychologique. Qu'est-ce que vous pensez de ce qualificatif collé à votre film ? En fait, c'est un film qui, je crois, je crois qu'on peut pas le qualifier d'une seule chose parce que il y avait une envie très forte au départ de mélanger les genres et qu'il soit au croisement de différents genres. C'est-à-dire que à la fois, et par exemple, je pense que ça s'illustre bien par le double point de vue qu'il y a dans le film. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, on suit dans le présent de l'image Lydia et on essaye d'être assez suffisamment proche d'elle pour la suivre et pour voir comment elle s'enfonce dans cette spirale de mensonges. Et donc là, il y a vraiment l'idée d'un portrait de femme. Et en même temps,
j'avais envie de faire ce portrait sous forme d'une enquête et il y a cette voix off en fait qui je pense vient amener Ouais, cet aspect effectivement, c'est ce que thriller j'avais noté. Ouais. psychologique dont parle le journaliste et dont j'ai entendu parler plusieurs fois et c'est vrai que moi-même j'ai beaucoup regardé par exemple les films d'Hitchcock, les films de Truffaut, enfin où il y a parfois cet élément de voix off ou de tension qui vient par le fait que c'est un récit et que c'est un personnage qui presque connaît déjà la fin, qui nous raconte l'histoire et donc il y a une forme de suspense. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir assumer que tout en faisant le portrait de cette femme et tout en essayant de comprendre cette femme, d'assumer un autre point de vue qui était plus proche de mon point de vue de cinéaste, qui est en fait, j'essaye de comprendre cette femme, je mène une enquête sur cette femme, j'essaye de coller les morceaux à partir de on m'a dit que, au procès j'ai entendu ça, voilà, et qui annonce effectivement très tôt qu'il y a un procès, ce qui permet aussi de prendre vraiment le temps en fait de glisser avec cette femme sans injonction d'éléments déclencheurs, etc. Donc je pense qu'il y a effectivement ce mélange des genres qui me tenait beaucoup à cœur. C'est vrai que si on enlevait la voix off à votre film, il fonctionnerait toujours, mais il n'aurait pas du tout le même impact et tout. Et c'est vrai que c'est une belle trouvaille que vous avez eue là. Et vous avez commencé à parler de procès. Je me faisais la réflexion dernièrement qu'il y avait un retour en force du film de procès. On a vu Anatomie d'une chute, le procès Goldman et même l'an dernier Saint-Omer. Est-ce que vous êtes dit à un moment qu'il fallait montrer ce procès ou c'est pas du tout arrivé sur la table? En fait, non, parce que en fait, déjà je trouvais très beau l'idée que la voix off amène quelque chose qui n'est pas montré à l'image. Je trouve que les voix off réussies, souvent, c'est quand elles décalent les choses et quand elles répètent pas forcément uniquement ce qui se passe à l'image, mais qu'elles amènent une autre couche. Et donc là, finalement, je trouvais ça beau que ce procès soit évoqué sans jamais être montré. Mais surtout, en fait, moi, je pense que le film, il est né vraiment d'une frustration que j'avais pu ressentir très fortement quand je faisais mes études de droit et quand j'ai travaillé pour une avocate pénaliste, où j'ai assisté à beaucoup de procès. Et en fait, un procès, à la fois, c'est marrant parce qu'on cherche la vérité, mais c'est un endroit de fiction, un procès. C'est-à-dire, c'est un endroit où, comme il y a une injonction de jugement et qu'on doit donner une réponse, finalement, un procès, c'est une construction et c'est une construction avec chacun qui joue son rôle. C'est très théâtral, un procès. Il va y avoir les avocats qui ont une certaine parole à donner, le procureur qui a une autre parole, le juge, etc. Les experts qui doivent aussi donner leur expertise. Et en fait, assez vite, moi, j'avais le sentiment quand j'ai assisté à certains procès où j'ai eu le sentiment presque de perdre la voix de l'accusé, presque de plus l'entendre dans tous ces débats qui étaient portés parce qu'il y avait cette injonction de jugement. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu une petite crise vis-à-vis du droit, vis-à-vis de tout ça, alors que ça m'intéressait beaucoup, parce que je me suis dit, mais au fond, j'ai envie d'approcher ces histoires, d'approcher ces personnes, mais finalement beaucoup plus par le biais de la fiction du personnage pour essayer de ressentir par l'émotion du cinéma, par la mise en scène, en fait d'essayer de ressentir avec le personnage qu'est-ce qui peut se passer pour cette personne, comment cette personne peut glisser sans avoir de nécessité ni de jugement ni de réponse absolue qui me donnerait donc une forme de liberté humaine en quelque sorte, de m'approcher de l'humanité de cette personne et de ce personnage et non pas de l'oublier dans les discours, quoi. Donc, de fait, en fait, finalement, le procès est ce qui m'intéressait peut-être le moins, puisque au fond, c'était beaucoup plus tout ce qui se passe avant qui m'intéressait et tout ce qui est en dehors du procès et qui est de l'ordre du vécu qui m'intéressait, en fait. Et Miloš, finalement, par son questionnement sur Lydia et le point de vue de Lydia sur toute cette histoire, c'est finalement un petit peu lui, le juge de cette histoire. Bah, c'est ce que moi j'ai ressenti avec sa voix off. Alors, c'est marrant, moi je le verrais pas du tout comme juge parce que j'ai pas
l'impression qu'il juge, j'ai l'impression qu'il s'interroge. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, Milos, Alors, il cherche la vérité plutôt, peut-être. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il vit un peu la frustration dont je parle au procès, où à la fois, et peut-être en même temps que le procès est une étape absolument nécessaire et importante pour lui, parce que le procès, c'est très important, ça donne une réponse juridique qui vient satisfaire ou non tout le monde, mais en tout cas, il y a une réponse pour la société. Et derrière, en fait, il fait part de sa frustration. Il dit au fond, je suis pas sûre d'en sortir avec, je suis pas sûre de bien comprendre ce qui s'est passé pour cette femme. Et en fait, il a un besoin de revenir sur cette histoire, de revivre en fait comme un film, comme on revit parfois quand on a été, quand on s'est fait duper, quand on a été trompé, on revit les événements en se disant mais en fait à ce moment-là moi je pensais ça, mais en fait elle était en train de vivre ça. Et donc il a besoin de revivre cette histoire non pas dans son point de vue à lui, mais dans son point de vue à elle, et de faire effectivement des suppositions, de mettre les fragments ensemble pour essayer d'approcher une forme de vérité de ce qu'elle a pu vivre, tout en effectivement en laissant des questions ouvertes, etc. Et ça, je trouvais ça très important aussi pour le personnage de Milos, parce que pour moi, c'était hyper important que ce personnage masculin, au-delà de la réponse juridique qui est donnée, qui est bah oui, vous avez été victime d'un mensonge, vous êtes partie civile au procès, etc. Que lui, il ait l'intelligence de s'interroger sur au fond en quoi j'ai moi participé à ce mensonge, et est-ce qu'au fond j'ai pas été un peu complice inconscient de ce mensonge, parce que c'est quand même un mensonge qui se fabrique à deux, c'est-à-dire il y a la personne qui ment, mais il y a aussi la personne qui croit et qui au bout d'un moment on a l'impression qu'il veut croire à ce mensonge aussi plus que tout. Voilà, donc ça je trouvais que ça apportait aussi beaucoup de complexité au personnage masculin et que c'est très important. Il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé aussi, et pour cause, c'est un personnage un petit peu métaphorique, c'est la ville de Paris. On sent que vous avez pris un plaisir à la filmer, des rues, au parc, en passant par les cafés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça aussi ? Bah, effectivement, la ville, elle était très très importante dans le film, et je disais, en fait, c'est parti d'une sensation déjà où j'ai toujours eu, enfin, j'ai grandi à Paris, j'ai toujours eu la sensation que c'était une ville où, mais comme dans comme dans beaucoup de grandes villes, où j'avais toujours le sentiment en fait d'un paradoxe, c'est-à-dire d'une multitude de solitudes qui se côtoient en permanence et en même temps qui se rencontrent pas tout à fait. Et je trouve que la solitude peut-être est ressentie d'autant plus fortement dans une ville parce qu'on est tellement nombreux et qu'en même temps voilà il y a cette absence parfois de dialogue. Et je disais toujours à la chef opératrice, c'est très important qu'on donne toujours la sensation dans la ville qu'on a suivi, que la caméra en fait s'est arrêtée sur le personnage de Lydia, le personnage de Milos et le personnage de Salomé, mais qu'au fond la caméra aurait pu s'arrêter sur n'importe quelle autre personne dans la rue et ça aurait donné une autre histoire, un autre destin. Et comme ça, de pouvoir avoir cette sensation qu'on donnait, du destin romanesque de personnes tout à fait ordinaires et normales comme vous et moi, quoi. Il y avait vraiment cette idée-là très forte. Et en fait, je voulais, et je disais aussi, on a beaucoup parlé avec la chef opératrice de comment filmer Paris, parce que c'est une ville qui a été énormément filmée, parfois très très bien. Je pense par exemple aux 400 coups de Truffaut, parfois moins bien, mais en tout cas c'est une ville très cinématographique et en même temps où justement il faut pas tomber dans les écueils du déjà vu ou du cliché. Et donc on s'est dit voilà, on veut filmer Paris comme on le vit, comme on le ressent, et en même temps je voulais pas que ce soit uniquement documentaire, parce que je voulais essayer d'exprimer l'émotion que j'avais pour cette ville à travers l'image. Donc ça devait pas être juste une image froide ou crue, ça devait être une image en même temps qui avait une part d'impressionnisme, comme pour restituer un sentiment plus qu'une donnée architecturale, on va dire. Et alors on s'est beaucoup inspiré de certaines photographies, de certains films. Je sais qu'on a beaucoup pensé à Taxi Driver pour justement à la fois cette vérité. Ce qui m'intéressait dans le film, c'est qu'il y a vraiment une vérité du réel très forte de ce chauffeur de taxi, etc. Et en même temps, il y a des couleurs, il y a une référence à la peinture très forte qui justement aide à créer un univers, quoi. Donc ce qu'on a fait par exemple, c'est que à la fois par exemple on n'hésitait pas
au niveau des couleurs, de la saturation, par exemple, la chef opératrice, elle utilisait des optiques particuliers, elle a mis même parfois des baumes sur ses objectifs pour casser un peu l'image ou la rendre un peu plus un peu plus impressionniste, un peu moins médicale. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre? On a beaucoup utilisé, moi j'avais envie que ce soit une ville assez pluvieuse, avec des brillances, avec des reflets, etc. C'est vrai qu'on sent toutes ces textures là, on les sent. Ouais. Et en même temps, il y avait une part en même temps de réel et de documentaire encore, et c'était toujours comment rencontrer les deux, dans le fait que par exemple on a filmé, du coup c'est très dur de filmer Paris en plus en termes d'autorisation, de tout, donc on a filmé en équipe ultra réduite, la plupart des plans de Paris se sont faits en équipe de moins de 10, très volatile, et où en fait on plongeait Afsia dans les rues de Paris telles qu'elles sont. Il n'y avait pas on touchait pas au décor, on n'avait pas de figurants, c'était vraiment les vraies personnes de Paris et de la région parisienne. Et en fait, donc il y avait toujours cette espèce de mélange entre réel et en même temps une approche, une certaine approche formelle. Je pense par exemple au photographe Saul Leiter aussi qui a photographié beaucoup New York, mais de façon extrêmement, à la fois c'était du photojournalisme, mais en même temps c'est, quand on regarde ses photographies, il y a vraiment l'idée de la peinture qui est très présente, quoi. Ouais, bah moi j'ai appelé ça, toutes ces petites séquences là qu'il y a dans votre film, c'est des espèces de vignettes de vie, et c'est vrai que ça va des conversations entre les sages-femmes à celles de la RATP, en passant par même filmer le quotidien des gens dans leur appartement, et j'ai trouvé ça vraiment là aussi très 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 réussi, et du coup je comprends un petit peu mieux votre démarche maintenant. Et merci. moi, je me suis posé une question. Là, je pense à la magnifique séquence sur la plage de Normandie qui a été pour moi très libératrice. Et du coup, je me demandais quelle a été votre séquence préférée à tourner. Alors, ma séquence préférée à tourner, ça c'était très, effectivement, et je suis contente que vous disiez que c'était libérateur, parce qu'en fait c'était vraiment cette idée de paradoxe que je cherchais, qui était une libération dans le pire moment, quoi. Justement un tableau de bonheur à un moment où le bonheur est quasi impossible. Mais sinon, donc là à ce moment-là, nous-mêmes on vivait une libération, parce qu'on venait d'arriver en Normandie, on sortait de plusieurs semaines de tournage dans la ville, donc il y avait vraiment ce nouveau souffle. Après, il y a moi j'ai adoré filmer la maternité, les accouchements, parce que justement c'était un tournage très léger et passionnant, parce qu'on maîtrisait pas tout, et qu'il fallait à la fois, il fallait trouver cette communication entre mon envie de fiction et ce que je cherchais dans la fiction, et en même temps fallait créer avec le réel, donc c'était assez extraordinaire. Et j'ai beaucoup aimé aussi filmer toutes les petites scénettes de ville, justement. Je crois que c'est là que c'est ça et la maternité qui m'ont apporté le plus de plaisir, je crois. La musique de votre long métrage, elle est aussi marquante. Comment vous avez travaillé avec le compositeur du film, du coup, Alexandre Delabaume? Eh bien, en fait, on a travaillé de façon un peu inhabituelle, parce qu'en fait, souvent, ce qui est dommage, souvent, c'est qu'en fait, on doit, pour des raisons aussi financières, mais aussi de disponibilité, etc., on travaille avec les compositeurs souvent assez tard dans le cinéma. Ouais. C'est-à-dire, en général, on a déjà fait le montage à peu près, ou on est en fin de montage, et là intervient le compositeur. Et d'ailleurs, souvent, c'est dommage, parce que du coup, on a posé et on s'est habitué à des musiques dont on n'a pas les droits. Et on demande aux compositeurs de faire un petit peu pareil, quoi. Exactement, et c'est très frustrant pour eux aussi, et pour nous aussi, parce qu'en fait finalement il y a toujours ce truc de est-ce qu'on va retrouver l'émotion qu'on a avec la musique originale dont on n'a pas les droits, donc tout est un peu absurde. Et là en fait, sachant tout ça, j'ai demandé, en fait Alexandre, il a lu le scénario depuis le début, il m'a fait plein de retours même sur le scénario, etc. Et du coup en fait il avait déjà commencé à composer des premières idées de musique au moment du scénario, ce qui a été très libérateur de ce qu'il m'a dit pour lui, parce que finalement il m'a dit, bizarrement c'est presque plus facile, parce qu'il n'y a pas encore le poids énorme de l'image, il n'y a pas la dictature de l'image,
qui est très forte quoi au cinéma. Et donc là, ils pouvaient vraiment juste penser aux personnages, à ce qui leur arrivait, et composer librement quelque chose sans encore avoir le rythme de l'image, etc. Devant les yeux. Il a écrit un deuxième film sur le vôtre finalement, en parallèle. Alors, en tout cas, il a écrit une autre voix sur la mienne et sur qui presque, j'ai envie de dire, qui est tout aussi importante que la voix off, effectivement, par exemple. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que du coup, en plus, moi, ça m'avait permis d'écouter des choses avant le tournage, donc j'avais quand même une certaine idée d'ambiance et tout, qui après a évidemment beaucoup évolué avec le montage. Et ensuite, il a complètement travaillé en parallèle du montage, ce qui fait que, par exemple, on n'a jamais posé une seule musique autre. On n'a jamais posé une musique temporaire, justement, dont on n'avait pas les droits. On a toujours travaillé avec sa musique à lui et avec l'évolution de ses propositions. Et le montage s'est fait en parallèle de l'évolution de ses propositions musicales. Donc, c'est devenu très organique et c'est, je pense, pour ça qu'elle tient une place aussi importante dans le film. Bah, vous avez la chance aussi de pouvoir imposer ça et de pouvoir avoir ce luxe-là, puisque vous l'avez dit, c'est pas toujours le cas. Le ravissement, je trouve, c'est un très beau titre parce qu'il est évocateur de plusieurs sens. Ouais, il y a le fait de ravir quelque chose, il y a le fait d'être ravi, d'être transporté aussi. Est-ce que c'est un titre qui est venu rapidement ? Ouais, c'est le titre, mais le titre était là depuis le début. C'est très rare parce que souvent on se casse la tête sur les titres et c'est pas toujours aussi évident. Mais là, le titre était là dès le départ. Et en fait, c'est un titre qu'évidemment je m'étais inspirée du Ravissement de Lolvestein, qui est un roman de Marguerite Duras, dans lequel en fait j'avais été très, pour moi finalement, la définition du ravissement en tant que extase amoureuse, que l'idée d'être ravi à soi-même dans un moment comme ça de rencontre était presque la plus importante. Et dans ce roman de Marguerite Duras, il y a en fait le point de départ, je sais pas si vous l'avez lu, mais pour résumer très vite, c'est le point de départ, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se rend au bal avec son fiancé. Et en fait, son fiancé va tomber fou amoureux d'une autre femme devant ses yeux. Et en fait, au lieu du drame présent auquel on s'attend, de l'effondrement, des larmes, etc., auquel on pourrait s'attendre de manière un peu cliché, on voit en fait cette femme être complètement, elle est comme sidérée, et en fait, elle reste pendant tout le bal, elle les regardait danser, elle les regardait tomber amoureux, et c'est comme si elle était presque en extase devant ce qui est en train de se passer, comme si elle jouissait de ce qui était en train de se passer, et en même temps comme s'il y avait un déni total de sa propre douleur à ce moment-là. Et en fait, cette espèce de déni, de premier silence, va venir hanter le personnage pendant tout le roman, et le personnage ça va venir la hanter dans ses futures rencontres amoureuses, dans ses errances. C'est un personnage qui marche beaucoup aussi, etc. Et donc c'est vrai que moi ça m'avait complètement bouleversée quand je l'avais lu, et ça m'avait parlé très fortement, très intimement en fait de ces moments comme ça traumatiques où en fait la douleur est pas forcément ressentie sur le moment. Je trouvais ça hyper juste. Et que ça vient nous habiter plus tard en fait, ça vient nous, j'ai l'impression que le trauma c'est ça en fait, c'est au fond comment la douleur va être ressentie par la suite quoi. Et donc j'ai un peu donné ce point de départ à mon personnage qui effectivement vit une rupture amoureuse qui est assez brutale, assez inattendu, et qui en même temps va s'enfermer dans le silence, va pas tout de suite en parler à sa meilleure amie, va se mettre à danser. Enfin, il y a vraiment cette espèce de presque de déni et d'euphorie qui en fait après va venir, et finalement cette première douleur silencieuse va venir ensuite la hanter pendant tout le film. Donc c'était très inspiré de ça. Ouais, ça sent même, vous avez parlé là du côté du livre qui prend à contre-pied. C'est vrai que votre long métrage, il nous prend totalement à contre-pied, notamment dans la première partie. On sait jamais sur à quoi on va s'attendre en fait, et la voix permet aussi de rebattre les cartes, et j'ai trouvé ça aussi super intéressant sur la construction du scénario. Et comme c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, la construction du scénario, j'ai trouvé ça, encore une fois, vraiment plaisant. Merci. La présentation du film à Cannes lors de la semaine de la critique, ça a été un beau coup de projecteur pour votre film, j'imagine. Comment vous avez vécu ce moment ?
C'était un moment incroyable. En fait, moi, j'avais jamais mis les pieds à Cannes, donc c'était vraiment une toute première fois. Et en fait, on a fini le film vraiment 2 jours avant la projection à Cannes, donc c'était un moment complètement, c'était un tourbillon, quoi. C'est-à-dire parce qu'en fait, on a présenté le film à la semaine de la critique alors qu'on était encore en montage, et du coup après il a fallu faire en une période très restreinte entre le moment où ils nous ont dit vous êtes pris en compétition à la semaine de la critique et le moment où la première projection allait avoir lieu. Du coup, il y avait genre 1 mois et demi, on avait toute la post-prod à faire, donc on a vraiment fait des journées où il fallait faire montage son le matin, mixage l'après-midi, étalonnage le soir. Enfin, donc il y avait eu une espèce comme ça de course, et le point d'arrivée était sublime en fait, parce que c'était cette projection où tout d'un coup le film allait rencontrer 2 jours après avoir été terminé son premier public dans un endroit qui effectivement attire les regards et attire l'attention. Donc il y a eu cette espèce de coup de projecteur sur le film qui a été une chance inouïe, parce que je sais très bien que ça se passe pas forcément comme ça, et que parfois les premiers films sont pas faciles à faire exister dans le paysage cinématographique. Donc c'était vraiment c'était très émouvant, et puis c'était un endroit où on est à la fois au Festival de Cannes, mais en même temps on est assez protégé. C'est un endroit vraiment de cinéma, quoi, où le cinéma passe pas derrière les paillettes, etc. Le cinéma est au centre et au cœur de ce festival dans la semaine de la critique, et ça j'ai vraiment adoré, quoi. Et vous avez des premiers chiffres là sur les entrées du Ravissement ou pas encore? Oui, bien sûr, et pour l'instant, écoutez, on est assez content du démarrage. On espère que ça va continuer ce week-end, mais pour l'instant, le film a vraiment réussi à percer, à exister, et on est vraiment très heureux. Ouais, on lui souhaite un bon bouche à oreille. Moi, ce que j'aime bien aussi quand on découvre un nouveau ou une nouvelle réalisatrice, c'est qu'on connaît pas encore son cinéma et ses références. Vous en avez cité quelques-unes, Taxi Driver, ou même des références, un roman, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui ont inspiré le Ravissement? Je sais qu'à un moment, il y a une petite référence à Friends même, au début du film. Je l'ai noté, ça, c'est celle-là. la seule référence que Friends effectivement a inspiré cette scène, mais pas les autres. Mais c'est déjà pas mal. Et sinon, oui, bah moi, donc j'ai cité Taxi Driver, et en fait, de manière générale, effectivement, il y a le cinéma américain des années 70 qui m'a beaucoup inspiré, parce que c'était un moment où je trouve que justement on arrivait vachement à mélanger cet intérêt, cette approche du réel très forte. Je pense par exemple aussi à Panic à Needle Park. Ouais. Tout le nouvel Hollywood, quoi. Pardon ? Tout le nouvel Hollywood. Voilà, non, mais où à la fois il y a cette approche du réel très forte, et en même temps, ce que je trouve très beau dans le cinéma américain, dans ce cinéma américain, c'est qu'en même temps il y a vraiment une envie de romanesque. Les personnages ont vraiment une densité énorme. Il y a une volonté de filmer d'une certaine manière. Il y a des costumes qui sont visibles. Enfin voilà, il y a tout ça que je trouve à l'encontre un peu du naturalisme, que je trouve très beau. Après il y a aussi le cinéma taïwanais et chinois des années 2000. Je pense par exemple Millennium Mango de Hao Tien. C'est un film qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai vu des tonnes de fois, qui fait comme ça le portrait de cette femme aussi. En plus, il y a beaucoup de... Il y a de l'errance aussi, là aussi. Ouais. Il y a beaucoup d'errance, et en même temps il y a cette voix off qui m'a beaucoup inspirée aussi, parce qu'il y a cette voix off qui s'interroge sur cette femme à la troisième personne, et qui nous met du coup on est dans cette situation où à la fois on suit cette femme et en même temps on l'observe, et on cherche pas non plus à être collé à elle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de distance et de mystère qui demeure et qui est accepté par le cinéaste, et ça je trouve ça toujours très très beau quand on assume qu'il y a du mystère et qu'on va pas avoir toutes les réponses. Donc ça c'est un film qui m'avait énormément marqué, qui m'a beaucoup inspiré. Et après je pense de manière plus il y a Yi aussi de Edward Young, qui est un de mes films préférés, où je trouve que sur la solitude urbaine par exemple, et comment justement des solitudes se côtoient sans se combler, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu, et j'y ai beaucoup pensé. Et après il y a des cinéastes qui m'inspirent beaucoup, mais je pense plus de manière plus diffuse, c'est-à-dire pas forcément c'est pas forcément que j'ai pensé à leur film, mais c'est des cinéastes qui me passionnent et qui me donnent de la force, on va dire. C'est Lucrecia Martel ou Kelly Reichardt, qui sont des
cinéastes qui font exister des personnages féminins que je trouve très inspirants. On le sait, et c'est d'autant plus vrai pour les cinéastes femmes, le second film il est souvent plus dur à produire que le premier. Est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet ou pas? Je vois derrière vous, il y a des petits post-it qui sont posés comme pour les scénarios là. Est-ce que c'est ça? En tout cas, j'écris. J'ai commencé à écrire, mais pour l'instant, je me laisse la liberté de vraiment d'écrire, de tâtonner, de chercher sur différents projets avant de me dire, bah tiens, je vais me lancer vraiment là-dessus. Et j'ai aussi des vieux projets dans des tiroirs qui sont plus ou moins aboutis. Et donc, je suis en train de ressasser un peu tout ça et on verra. Je sais pas encore sur quoi je vais me lancer exactement. Ok, bon on espère qu'en tout cas ça sera pas compliqué à produire puisque c'est vrai que les seconds films parfois c'est un peu plus galère. Je l'espère aussi, mais j'ai confiance dans l'avenir. Nous on a confiance en vous et en vos qualités. On approche de la fin de l'entretien et dans The Cinema Show on a toujours une dernière question qui est la même. C'est quoi le dernier film que vous avez vu au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué et que vous voudriez peut-être recommander? Si vous pouvez nous en dire un petit mot. Le dernier film que j'ai vu, pour être honnête, au cinéma, c'était l'été dernier de Catherine Breillat. Et j'ai beaucoup aimé le personnage principal interprété par Léa Drucker. Je trouvais que la performance de Léa Drucker est incroyable et que l'écriture du personnage est d'une complexité et d'une densité assez rare au cinéma. Surtout, c'est un personnage féminin vraiment j'ai eu le sentiment, il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai des réserves sur certaines choses du film, mais ce qui l'emporte quand même, c'est que j'en suis sortie en me disant, j'ai rarement vu un personnage aussi complexe au cinéma et j'avais l'impression d'avoir comme lu une excellente nouvelle, d'avoir cette profondeur-là. Donc je trouve que c'est un film qu'on l'aime ou non qu'il faut voir parce que c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vrai que nous dans l'équipe c'était plutôt non, même si je comprends ce que vous voulez dire sur le personnage de Léa Drucker, mais on lui donnera une seconde chance puisque vous nous en parlez. En tout cas, je trouve qu'il y a et après il y a plein d'autres films qu'il faut que je rattrape là au cinéma. Bon, j'espère que vous allez avoir un petit peu plus le temps d'y aller. Déjà, on vous en prend pas mal, nous. On rappelle donc que le Ravissement est toujours en salle et on encourage nos auditeurs et auditrices à aller le découvrir. Merci Iris Kaltenbach d'être venue nous parler de sa conception. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Can she be late for her cinema show?